Alors l'intitulé exact, celui qui vous a fait venir, c'est le suivant, c'est sans additifs, virgule colorant, virgule conservateur, quel bénéfice pour le consommateur? C'est ça le titre de notre journée, de notre séance d'aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être deux manières de traiter le problème. Il y a la question de l'allégation sans. Ce qu'on appelle une allégation, c'est donc ce petit libellé que vous pouvez trouver sur certains produits alimentaires, riches en calcium, par exemple, ça c'est une allégation. Puis il y a les allégations sans S-A-N-S. On vous affirme que dans le produit en question, eh bien, il n'y a pas tel élément, par exemple un colorant ou un conservateur. Donc voilà, allégation sans, quel est le cadre juridique? À quoi est-ce que ça sert finalement de dire sans? Est-ce qu'il y a un bénéfice là aussi pour le consommateur? On peut se poser la question évidemment. Et puis il y a la question de l'additif lui-même. Quels sont ces additifs? Comment est-ce qu'on les obtient? À quoi servent-ils? Voilà au moins deux axes qui vont pouvoir orienter nos discussions avec Camille Elmer. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes, vous, responsable des affaires réglementaires à l'ANIA, A-N-I-A, dont vous êtes juriste de métier, bien sûr. Alors, avant de parler de ces mentions sans, vous l'avez souligné, quel cadre juridique pour ce type d'information, parlons déjà d'abord de que sont ces additifs, ces colorants, ces conservateurs, puisque ce sont des mots qu'on peut utiliser un peu à tort et à travers, mais quelle réalité recouvrent ces mots? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un additif? C'est un ingrédient qui est utilisé en petite quantité pour jouer un rôle technologique dans l'aliment, dans la denrée alimentaire. Il est donc présent pour rendre un service dans la denrée en elle-même, pour jouer un rôle. Il faut savoir que l'utilisation d'additifs, ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas du tout finalement une modernité de notre ère industrielle, et le rôle technologique des ingrédients a toujours été utilisé depuis qu'on fait de la cuisine. Donc depuis toujours, je disais, l'utilisation d'ingrédients pour un rôle technologique est ancestrale. C'est exactement ça. Depuis que l'être humain se nourrit et cuisine, il utilise des ingrédients pour leurs propriétés technologiques. Le bicarbonate de soude est utilisé depuis tout temps pour faire lever les pâtes. On utilise également depuis toujours des épaississants pour les sauces, les jus de viande, etc. Donc on voit que ces ingrédients alimentaires ont été utilisés depuis toujours pour effectivement nourrir, mais aussi pour des rôles technologiques particuliers. Donc l'objectif, avec tous ces exemples que j'ai pu vous donner, c'est de préparer et conserver les aliments pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et aujourd'hui pour mieux répondre aussi aux nouveaux modes de vie actuels. On peut en fait synthétiser en 5 grandes priorités pour ces additifs. D'abord, assurer la sécurité et la salubrité des aliments. Quand on utilise un conservateur, en effet, c'est pour garantir la sécurité du produit dans le temps. Améliorer la conservation de leur qualité, donc là, leur qualité organoleptique notamment, par exemple, préserver le goût, la texture, etc. Améliorer ou maintenir les qualités nutritionnelles, ça aussi c'est un enjeu qui est assez fondamental. Aujourd'hui, on observe des carences dans les différentes populations en certaines vitamines, par exemple. Ces additifs permettent de préserver des vitamines qui peuvent être instables dans une denrée alimentaire. Améliorer leur attrait, ça aussi c'est certain. Bien sûr, on a tous envie, vous comme moi je suppose, de manger des aliments qui nous font envie. Et donc c'est important d'utiliser certaines substances pour que, par exemple, un jambon ne soit pas gris. Alors là, on va utiliser un conservateur qui va permettre que le jambon, l'aspect du jambon soit préservé. Et puis, faciliter leur préparation, puisque, encore une fois, aujourd'hui, on vit dans une société pour laquelle on a besoin de consommer, enfin, en tout cas, on a envie de consommer différents types d'aliments, de les préparer plus ou moins facilement. Et bien, ces substances, ces ingrédients sont là pour faciliter notre quotidien aussi. Concrètement, d'un point de vue réglementaire, ils sont classifiés en Europe en 27 catégories fonctionnelles. Je les ai répartis en 3 grandes catégories, conservation et préservation des qualités nutritionnelles, comme par exemple les conservateurs, les antioxydants. Tout ce qui est additif, rôle technologique en termes organoleptiques, par exemple acidifiants, colorants, édulcorants, émulsifiants, et puis les autres rôles technologiques, comme les anti-agglomérants ou les correcteurs d'acidité par exemple. Donc ce sont en fait 27 catégories qui sont réglementaires et quand un additif est autorisé en Europe, il est autorisé
dans l'une, parfois dans plusieurs de ces catégories. Donc, s'il est utilisé, ça doit être en référence à cette catégorie fonctionnelle. Alors moi, j'en ai vu 24. Vous me dites 27, il y en a. Moi, j'ai un petit peu plus, j'en ai vu 24. Et il y a une variété absolument extraordinaire. Alors, si je vous fais la petite liste à la Prévert, donc il y a les colorants connus, les conservateurs, les édulcorants, évidemment, les acidifiants, les correcteurs d'acidité, les exhausteurs de goût, les émulsifiants, les stabilisants, les épaississants, les poudres à lever, le bicarbonate de soude, les gaz propulseurs et les gaz d'emballage. Oui, ils sont au contact parfois des aliments, donc on les gaz compte, propulseur, on les compte ça, comme aliments. Pas propulseurs. Non, gaz propulseur, Oui. si, tout à fait, c'est Oui. un exemple qu'on peut donner puisqu'il n'est pas après, c'est celui que vous utilisez dans la chantilly. Exactement. Chantilly, ça j'ai trouvé. Les affermissants, pour être plus costaud, les anti-agglomérants, pour que ça ne fasse pas des grumeaux, je suppose, des antimoussants, un agent d'enrobage, un humectant, donc pour que le produit soit un peu plus mouillé, humide, je suppose, les amidons modifiés, les séquestrants, donc pour conserver je ne sais pas quoi d'ailleurs, les agents de traitement, et voilà, je crois que ça doit faire à peu près 24. Alors concrètement, donc là, on a en effet dressé, vous avez cité donc, tous ces mots qui peuvent en effet être interrogés, puisqu'on n'est pas tous experts en la matière, et donc on ne sait pas forcément ce qu'est un anti-agglomérant ou un épaississant. Et donc, en quelques exemples concrets, alors évidemment, je ne vais pas prendre des exemples dans les 27 catégories, puisque ça prendrait un certain temps. Mais j'ai fait référence en fait à un quiz qui a été réalisé, qui est en ligne sur Internet et qui permet donc de s'interroger sur de tester ses propres connaissances sur que sont les additifs. Utilise-t-on le jus de citron pour éviter que les fruits deviennent marrons? Vrai, qui dit vrai? Bon, tout le monde, oui, absolument. Voilà, hein. Alors, le jus de citron, en effet, dans une recette de cuisine, quand vous faites une salade de fruits, ça fait souvent partie de la recette, ou quand vous faites un guacamole, par exemple, pour éviter que les fruits, l'avocat ne brunissent. Eh bien, en fait, pourquoi est-ce que le jus de citron produit ça? Eh bien, ce sont les substances chimiques qu'il contient qui produisent cet effet. Cette molécule du jus de citron est en fait un additif qui est autorisé au niveau européen. Donc, en effet, le jus de citron est un ingrédient qui contient une substance elle-même autorisée comme additif, et donc les professionnels utilisent cette substance comme antioxydant, comme la ménagère utilise du jus de citron pour faire la salade de fruits ou le guacamole. Autre question, un aliment sans conservateur, est-ce que c'est mieux? Oui, non, ça dépend. Alors en effet, ça dépend, puisque d'abord il y a ça dépend, la réponse est ça dépend. Il y a des catégories de denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation de conservateurs n'est pas autorisée. Et donc pour lesquels on n'a pas le droit d'utiliser de conservateur. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Par exemple alors un exemple classique, la biscotte, on ne peut pas utiliser de conservateur dans ce produit. Ce n'est pas justifié. Parce qu'il n'en a pas besoin en fait. C'est un produit sec, donc il ne va pas technologiquement, pourrir. Ce n'est pas justifié. Donc D'accord. en effet, dans un produit pour lequel c'est interdit, c'est mieux qu'il n'y en ait pas. D'accord. Après, il y a des produits pour lesquels ça ne se justifie pas. Par exemple, un produit qui aura subi une surgélation ou une conservation par traitement thermique n'a pas besoin de comporter de conservateur. Et donc, le lait mis à très haute température de cette les manière-là. conserves, les conserves, surgelés, ça, etc. on n'a pas besoin de conservateur Voilà. là-dedans, ça se conserve. Donc ajouter des conservateurs dans ce type de produit serait un non-sens. En revanche, les produits qui contiennent donc des conservateurs pour lesquels l'utilisation est autorisée, là, non, on ne peut pas dire que c'est mieux, moins bien. Si ces conservateurs-là sont là, c'est mieux pour la conservation du produit et la sécurité notamment de ce produit. Dernière question, la salade en sachet. Attention à cette question. La salade en sachet contient-elle un additif alimentaire? Oui ou non? Il y a bien en effet un additif dans ces salades en sachet, mais donc ce n'est pas une poudre et ce n'est pas non plus un antioxydant. Ce sont en fait des gaz qu'on connaît bien, puisque les 3 gaz qui peuvent être utilisés, c'est soit l'oxygène, l'azote ou le dioxyde de carbone. Donc, c'est vraiment 3 gaz qu'on respire pas quotidiennement, enfin pour l'oxygène si en l'occurrence. Mais l'azote aussi. Voilà, tout à fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'azote, oui, quand on dit qu'il y a de l'azote dans une atmosphère, etc., on dit, qu'est-ce que c'est que l'azote? Mais en fait, l'azote, c'est 70% de l'air. Donc l'azote, on en respire en permanence. Oui, c'est vrai que dans l'air, il y a respire. 70% d'azote. Donc c'est le gaz qu'on respire en permanence. Il n'y a que 25% d'oxygène dans l'air. Donc l'azote, ça, on sait bien que ce n'est pas problématique. Et donc ces trois gaz, l'un de ces 3 gaz, selon
au choix, peut être utilisé, enfin est utilisé d'ailleurs, comme gaz d'emballage pour garantir la conservation de la salade en sachet. Et vous trouvez la mention sur ce type de produit conditionné sous atmosphère protectrice. Oui, parce que le problème de ces produits frais comme la salade, c'est qu'elle ne doit pas être en contact avec l'oxygène. L'oxygène, c'est un oxydant, justement. Donc, ce qui est oxydant, ça fait pourrir. Donc, c'est problématique, l'oxygène. Donc, si on met que de l'azote, donc on enlève l'oxygène, évidemment, on sera davantage voilà, protégé. L'idée est d'utiliser ce type, c'est ce qu'on appelle des gaz d'emballage pour garantir la conservation, protéger le produit et faire en sorte que tant que la salade n'est pas ouverte, le sachet n'est pas ouvert, le produit se conserve le plus longtemps possible. Alors pour poursuivre après ces exemples, alors là on voit un peu, on comprend mieux de quoi il s'agit quand on parle d'additifs et d'ingrédients à fonction technologique. On peut s'interroger sur est-ce qu'il y a une réglementation déjà pour utiliser ces substances ? Et donc c'était important pour moi de rappeler que, je vous le disais en introduction, la réglementation européenne en matière alimentaire, c'est l'une des plus strictes au monde. D'ailleurs, pour ne pas dire la plus stricte au monde dans les faits, avec toute une série de textes extrêmement riches, et contraignants, mais je ne vais pas le critiquer. Bien sûr, c'est important pour la sécurité de tous que ces textes soient contraignants et qu'il y ait une sécurité du consommateur au quotidien qui soit assurée. La France a été assez précurseur puisque dès 1905, la France a encadré l'utilisation des additifs et des ingrédients dans la fabrication de denrées alimentaires. Au niveau européen, il y a une grande harmonisation depuis 1995 qui a marqué l'adoption de 3 grands textes qui ont été depuis complétés, réformés. Et donc maintenant, on a un texte qui s'appelle un règlement qui date de 2008 et qui a donc vocation à être encore plus complet qu'auparavant. En Europe, on dénombre environ 330 additifs qui sont autorisés et donc classés en ces 27 catégories fonctionnelles dont je parlais. Alors, quand je dis 330 additifs, il faut savoir que ce n'est pas 330 additifs qu'on ne peut pas utiliser 330 additifs dans une seule denrée. Il y a d'abord une liste de 330 additifs environ qui sont autorisés. Et puis, toutes les denrées alimentaires sont catégorisées en, je crois, 17 ou 18 catégories et sous-catégories. Et en fait, pour chacune de ces catégories et sous-catégories, vous avez une liste des additifs qui peuvent être utilisés et à quel niveau. Donc, dans les faits, dans une denrée, ce n'est pas 330 additifs que vous pouvez utiliser, mais souvent moins d'une dizaine que vous pouvez mettre en œuvre dans des conditions techniques très précises. Alors, ces additifs, il faut savoir aussi qu'avant d'être autorisés, ils font l'objet, alors pour ce qui est déjà autorisé, ils ont fait l'objet d'une évaluation assez poussée et ils sont régulièrement réévalués. Et puis, tout nouvel additif qui viendrait être mis sur le marché doit être évalué et autorisé avant de pouvoir être utilisé. Donc, comment ça se passe concrètement, l'analyse en la matière ? Les scientifiques, donc c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments qui est chargée en Europe de conduire ces analyses. Et donc, elle va faire une revue de l'analyse de toutes les données toxicologiques qui sont disponibles et qui sont donc mises à sa disposition. Pour les additifs, alors, il y a une première étape qu'il faut connaître, c'est grâce à plusieurs études expérimentales, on va déterminer ce qu'on appelle la dose sans effet toxique, c'est-à-dire le seuil maximum qu'un individu peut ingérer chaque jour pendant toute sa vie sans qu'on observe d'effets néfastes sur sa santé. Cette dose sans effet toxique, on va lui appliquer un facteur de sécurité, puisque ces études expérimentales, elles sont menées sur des animaux, évidemment. On va appliquer, pour tenir compte de la différence interespèces, et puis chez l'humain des différents niveaux de sensibilité, on va appliquer donc un facteur de sécurité, c'est-à-dire que la dose sans effet toxique va être divisée par au moins 100, et on obtiendra alors la DJA, dose journalière admissible, qui est en fait la quantité d'un additif qu'un individu peut consommer chaque jour pendant toute sa vie sans risque. Et donc cette DJA va être fixée dans un avis de l'EFSA. Après cet avis de l'agence européenne, les 28 États membres doivent se mettre d'accord sur les conditions d'autorisation de l'additif. D'abord, est-ce que oui ou non on l'autorise ? Ensuite, pour quelle denrée alimentaire ? Et puis, à quel niveau d'utilisation ?
pour s'assurer que cette dose journalière admissible ne soit pas dépassée par toutes les catégories de la population. Ah oui, c'est ce que je disais, un suivi du niveau de consommation des additifs est organisé, c'est-à-dire que chaque État membre doit organiser une sorte de panel pour vérifier la consommation de ces additifs dans son État. Ces données sont partagées au niveau européen et donc l'idée c'est de s'assurer qu'au regard des modes de consommation de chaque population, il n'y a pas de risque de dépasser cette dose journalière admissible et donc garantir ainsi la sécurité des consommateurs. Alors, là, on a parlé d'évaluation. Quelle information du consommateur? Comment peut-il savoir si des additifs sont présents? Pour quelles fonctions? Eh bien, il y a une règle qui existe depuis plus de 30 ans maintenant en France. C'est l'obligation d'indiquer ce qu'on utilise dans le produit. Donc, il y a depuis très longtemps en France, mais également en Europe, une obligation d'apposer une liste des ingrédients avec effectivement les ingrédients qu'on utilise, et ces additifs sont des ingrédients alimentaires. Comment est-ce qu'ils apparaissent? Eh bien, l'opérateur doit apposer la catégorie fonctionnelle, c'est-à-dire que si j'utilise par exemple de l'aspartame, eh bien, je dois indiquer qu'il est rattaché à la catégorie édulcorant. Donc j'indique édulcorant par exemple, ou colorant ou émulsifiant. Et ensuite, on appose soit le numéro de l'additif, son numéro E, soit son nom d'additif, acide ascorbique, aspartame, etc. Quand on dit sans conservateur, sans colorant, etc., quel cadre réglementaire? Alors d'abord, il faut savoir que ce sont des mentions qui sont volontaires. Un opérateur peut choisir d'informer le consommateur sur l'absence d'un ingrédient. En la matière, il n'y a pas de règle qui vous dit, il n'y a pas de texte réglementaire qui dit pour pouvoir dire sans conservateur, il faut répondre à tel ou tel critère. Donc c'est le principe général de non-tromperie du consommateur qui doit être appliqué. C'est-à-dire tout simplement que si on veut dire sans conservateur, il faut que ce soit une information qui soit avérée et qui ne doit pas induire le consommateur en erreur. Par exemple, si je dis sur une biscotte sans conservateur, alors que toutes les biscottes sont sans conservateur, puisque cet additif n'est pas autorisé, il y a un risque d'induire le consommateur en erreur sur la mention. Ou alors on devrait dire sans conservateur, comme toutes les biscottes ou comme la réglementation l'impose. Sur les mentions donc, volontaires de type sans conservateur, sans colorant, etc., il faut savoir qu'on a une position globale sur les communications péjoratives qui est évidemment de déconseiller tout ce qui est communication dénigrante, malveillante. Qu'est-ce que c'est une communication péjorative? Par exemple, une enseigne française a été condamnée pour une campagne sur des produits sans huile de palme, oui, puisque sa campagne laissait croire que l'huile de palme était l'unique responsable, enfin le responsable de la mort d'orang-outans, de toute la déforestation. Il y avait toute une question autour de l'aspartame. Donc aspartame, un édulcorant, les édulcorants ce sont des additifs. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu en 2005? Justement, c'était des travaux menés en Italie sur des rats, avec des espèces de soupçons. C'était un questionnement autour de la question du cancer. En 2006, à nouveau. En 2010, il y a eu une étude sur 60 000 femmes enceintes qui utilisaient l'aspartame. Bon, et cette étude, qui est quand même une grosse étude importante sur l'homme, n'a pas conclu à un quelconque danger. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'aspartame? Alors l'aspartame, vous l'avez dit, c'est un édulcorant qui a un très fort pouvoir sucrant, 200 fois supérieur à celui du saccharose, qui est le sucre de table classique, et puis qui est très très faible en calories. Donc il a un intérêt d'un point de vue technique très intéressant, puisqu'il permet d'apporter ce goût, cette flaveur sucrée, sans apporter de calories. L'aspartame, il faut savoir que c'est un additif qui est un des plus étudiés dans le monde, puisqu'on recensait ces dernières années plus de 200 études disponibles et récentes. Donc, c'est un additif qui est en effet extrêmement contrôlé, extrêmement encadré, et face à toutes ces polémiques que vous avez citées, il a fait l'objet de réévaluations très régulières. À chaque nouvelle polémique, eh bien, les autorités scientifiques en France, en Europe et au niveau international, donc un collectif d'experts se sont penchés sur la question. Vous citiez deux études de 2005 et 2006. En fait, c'est une même étude par un institut qui a donc en effet, et puis cet institut a ressorti cette étude en 2010 ou en 2011.
Cette étude-là a été examinée par les experts scientifiques européens, français, internationaux, et donc qui soulevaient notamment des biais méthodologiques et une absence de véritable conclusion. Donc, je vous le disais, l'aspartame, c'est un additif qui est autorisé. Alors, il me semble qu'au niveau européen et français, ça doit être depuis 85 ou 85. Il a été réévalué. Alors, j'ai plus les années précises en tête, mais il me semble en 89, en 97, en 2010, et puis il vient de faire l'objet en 2005, d'une nouvelle réévaluation. Comme tous les additifs, en ce moment, tous les additifs alimentaires font l'objet d'une réévaluation, et donc lui a eu sa réévaluation faite en 2013. Et donc cette réévaluation faite par l'EFSA a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'avoir d'inquiétude autour de l'aspartame et qu'il n'y avait pas lieu de réviser ni la dose journalière admissible, ni les conditions d'emploi de cet additif. Vous parliez des avantages, justement de ces allégations 100. Finalement, quels sont ces avantages dans le fait de dire, j'ai pas on peut même élargir d'ailleurs, sans matière grasse, sans sucre ajouté. Alors, il faut distinguer deux types d'allégations 100. Ouais. Là, on a parlé donc de tout ce qui est additif, donc les mentions qui sont sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. Le seul intérêt qu'elles ont, c'est d'informer le consommateur et de lui apporter, d'apporter aux consommateurs qui attendent ça, une information spécifique. Donc l'objectif, en fait, c'est de répondre à une attente spécifique qui peut être légitime ou pas, je n'ai pas à juger. D'un point de vue sécurité, ces mentions n'ont pas d'intérêt. Ce n'est pas plus sûr de manger un aliment sans additif ou sans conservateur que d'en manger un avec. Parfois même, quand on parle de conservateur, ça peut même être l'inverse, puisque le conservateur, notamment, permet une conservation plus longue. En revanche, là, vous parliez d'une deuxième catégorie d'allégations, sans matière grasse, sans sucre ajouté. Qui ne sont pas des additifs, oui. Là, ce ne sont pas des additifs, ce sont des ingrédients, des nutriments. D'ailleurs, même, on parle plutôt, ce sont des nutriments. Et là, l'information a une vocation nutritionnelle. On informe le consommateur sur une caractéristique nutritionnelle face au fait que cet aliment ne contient pas certains nutriments sur lesquels, en effet, il peut y avoir un regard particulier, puisque, vous l'avez dit, nos populations occidentales consomment trop de sucre, trop de matière grasse. En tout cas, il y a des excès qui sont constatés. Il y a donc un effort généralisé au niveau européen, notamment en France, pour favoriser une meilleure alimentation qui soit moins riche en certains nutriments. Ces allégations-là, sans matière grasse, sans sucre ajouté, sans sel, elles sont très encadrées. Ce n'est pas simplement le principe de non-tromperie du consommateur. Elles sont très encadrées puisque là, il faut obéir à des règles qui sont fixées dans un règlement. Si vous voulez dire que vous êtes sans matière grasse, il faut que la denrée contienne moins de 0,5 grammes, il me semble, de matière, 0,5 grammes de matière grasse dans le produit. Pour 100 grammes. Oui. 0,5 grammes pour 100 grammes, oui, c'est ça. Donc c'est extraordinairement faible, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais, donc il y a des seuils qui ont été, indiqués fixés, tout à fait précis. Pour s'assurer en fait, qu'en matière de communication nutritionnelle, eh bien, l'information soit la plus exacte, qu'elle ne soit pas trompeuse et qu'elle soit réellement informative pour les consommateurs.